La chasse à la dépense publique, c'est la chasse au gaspillage, à la triche, à la fraude. Et là, il y a du travail. Y compris sur la fraude fiscale. Vous avez vu qu'il y a eu un gros débat ces dernières semaines à l'Assemblée nationale sur la fraude fiscale. Il y a des dizaines de milliards d'euros d'évasion et de fraude fiscale. Donc si enfin on met une vraie volonté, un acharnement à lutter contre la fraude fiscale, je veux dire que ça va permettre quand même de ramener quelques milliards dans le budget de l'État ou des collectivités locales. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est ça la chasse à... Mais la dépense publique, quand c'est des écoles, quand c'est des hôpitaux, quand c'est la présence de la gendarmerie en milieu rural, quand c'est la prise en charge des personnes âgées ou handicapées, c'est de la bonne dépense publique, et je pense que tous les Français en sont convaincus. Donc notre problème, là, c'est de continuer à pouvoir financer tout ça. Vous savez, on a réussi à sauver une école à Dornecy, à côté de Clamecy. Il faut vous dire que personne ne pense que c'est une mauvaise dépense publique. Au contraire. Voilà, donc il faut bien distinguer ça. La dépense publique, c'est pas mal, c'est bien, à condition effectivement que ça soit pas du gaspillage, voilà, ou que ça soit pas détourné par ceux qui fraudent. Quand par exemple la Cour des comptes nous dit que le ministère de l'Éducation a les moyens, avec les moyens qui lui sont alloués, peut faire fonctionner l'enseignement, peut faire fonctionner l'école, et qu'on voit que le ministre de l'Éducation lui-même, Vincent Peillon, rajoute 10 000 postes supplémentaires sur les 5 ans à venir, on se dit qu'il y a une petite dichotomie quand même. On a quelqu'un qui nous propose un modèle, et puis finalement derrière on nous dit... on nous dit quelque chose, la Cour des comptes c'est quand même quelque chose de plus que respectable, et finalement on nous dit derrière, nous on décide tout de même de rajouter 10 000 emplois malgré les préconisations. On comprend plus. La Cour des comptes est très respectable, elle a un avis sur tout, mais il faut... vous qui êtes au cœur de tout cela. Il faut bien regarder de quoi on part. Aujourd'hui, les enfants de France sont pour beaucoup d'entre eux en échec scolaire. On a abattu massivement le nombre des postes d'enseignants ces dernières années. Donc déjà, c'est revenir au niveau d'avant. C'est déjà ça. C'est d'autre part mieux former les enseignants. Une des raisons pour lesquelles ça se passe pas bien dans les collèges ou dans les écoles, c'est pas seulement parce que les enfants d'aujourd'hui seraient plus difficiles à prendre en charge pour les enseignants, c'est aussi parce que les enseignants sont peu ou pas formés, et qu'on a cassé la formation des enseignants. Vous savez, c'est un vrai métier, enseigner. Quand Vincent Peillon dit qu'il faut créer des enseignants, c'est aussi pour qu'on puisse mieux former les jeunes enseignants, les former tout au long de la vie. Aujourd'hui, un enseignant, il a besoin de maîtriser des techniques nouvelles, de maîtriser le numérique, de maîtriser le multimédia, parce que les enfants, ils sont, formés sur le tas, si je puis dire, ils sont nés au milieu du numérique, donc ça demande des mois et des mois aussi de formation pour les enseignants. Donc c'est pour ça qu'on a besoin... Et vous avez aussi les élèves les plus en difficulté. On a mis en rade... depuis quelques années, les réseaux d'aide aux élèves en difficulté, les RASED, qui permettent effectivement à des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont parfois des difficultés psychologiques, d'avoir accès en proximité dans leur école, sans aller à l'hôpital, évidemment, d'avoir accès à des psychologues, d'avoir accès à des orthophonistes, d'avoir accès à du soutien scolaire. Et vous croyez que ça peut se faire sans moyens et sans personnes supplémentaires? Alors la Cour des comptes, elle manie des ratios et des chiffres, mais en tout cas, moi je vois dans un département comme le nôtre la nécessité d'avoir plus d'enseignants bien formés au service des jeunes Nivernais, des jeunes Français. Le changement de rythme et d'horaire pour les enfants, pour l'école, ça doit bénéficier aux enfants. Ça doit être une des réponses à ce que vous pointiez du doigt tout à l'heure, c'est-à-dire l'échec scolaire, la difficulté des apprentissages. Et donc, si nous changeons les règles du jeu, si nous changeons les semaines des enfants et des écoles et des enseignants, c'est pas pour le plaisir, c'est pas un caprice d'un ministre, c'est parce que tous ceux qui s'occupent de pédagogie, d'apprentissage, nous disent à partir de 3h l'après-midi, c'est quand même assez compliqué de maintenir l'attention des enfants. Il faut respecter le temps des enfants, le temps des apprentissages. C'est une réforme très humaine.
C'est pas une réforme technocratique. Alors après, bien sûr, et comment ça se traduit sur le terrain ? Ça se traduit par des changements. Les enfants vont venir 5 jours à l'école, et notamment pour les petites classes. Donc c'est des changements pour les familles, c'est des changements pour les transports, c'est des changements évidemment aussi pour les enseignants. Donc ça a un avantage supplémentaire. Non seulement ça respecte le temps des enfants, mais l'avantage supplémentaire, c'est que à nouveau, on parle de l'école dans les communes, dans les cantons, dans les communautés de communes, comme d'une priorité. On est dans cette logique-là depuis de très longues années sur la commune et globalement sur le canton, d'avoir toujours affirmé la priorité à l'école. Donc on se retrouve totalement dans la réforme des rythmes scolaires et on s'y est engagé vaillamment. C'est pas un sujet facile, c'est clair, mais c'est effectivement un sujet qui provoque le débat, la discussion, qui est extrêmement riche, qui se construit dans la durée. On va partir, nous, à la rentrée prochaine, mais on sait bien qu'on sera pas... Vous signez pour 2013, vous faites partie des communes on est qui parti, signent mais bien pour sûr, 2013, oui. Ça va de soi. À partir du moment, encore une fois, où dès qu'on a pu mettre un peu d'outils numériques dans les écoles, on l'a fait. Dès qu'on a pu travailler avec le pays Nivernais-Morvan sur la logique des circuits courts pour les repas des enfants, on y est allé. Dès qu'on a pu entrer dans les conseils d'école, travailler avec le coordonnateur de manière soutenue, on l'a fait. Il était évident pour nous qu'il fallait aller sur les rythmes scolaires. Mais on y va tranquillement, c'est-à-dire qu'on ne va pas être à l'optimum dès la rentrée prochaine. Justement, on va avoir cette année là pour tester, pour identifier les animateurs, pour régler aussi les affaires de financement, parce que c'est jamais simple. Il faut qu'on change un peu qu'on réoriente un peu nos budgets pour assumer cette charge. Mais on sent bien qu'on est dans ce qui est le plus important dans un territoire rural, c'est-à-dire penser l'avenir. On vous a vu, Fabien Bazin, lors des états généraux de la Nièvre. Vous nous parliez des laboratoires d'innovation. Un laboratoire d'innovation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, écoutez, c'est un peu, au fond, pour faire le lien, le travail qui est mené autour de l'école aujourd'hui par le pays, c'est de se dire qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on doit revisiter régulièrement. Comment on passe à la politique publique dans des collectivités de type d'un département ou d'une région, à cette manière de faire qui est moderne, probablement plus respectueuse des individus, qui remet en cause souvent des habitudes qui correspondent plus aux attentes de nos concitoyens et qui sont souvent une reconnaissance d'une certaine forme de faiblesse qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui dans l'action publique si on veut rassembler tous nos concitoyens. Ça fait rentrer de nouvelles disciplines et de nouveaux cadres de réflexion dans l'action publique. On a entendu parler de sociologue de mémoire, de designer surtout. De designer. Ouais, Christian Paul en parlerait encore mieux que moi, puisqu'il connaît parfaitement bien ce sujet-là. Mais c'est effectivement la manière de mener l'action publique aujourd'hui ne peut plus être la même que celle d'il y a 10 ans, 20 ans et a fortiori un siècle. Donc comment on réinvente des cadres nouveaux, comment on fait appel à des disciplines qui ont souvent été mises sur le côté ces dernières années, je pense en particulier aux sciences humaines, c'était les anthropologues, les sociologues, enfin tous ceux qui peuvent apporter à la chose publique un supplément d'âme, en tout cas un supplément de compréhension. On voit bien aujourd'hui que pour nos concitoyens, on voit à peu près ce que c'est qu'une commune, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une communauté de communes, un département on a une vague idée, région ça commence à devenir très lointain, et puis l'État nous paraît, alors lui, un monstre hybride et qui n'est pas forcément en résonance avec nos préoccupations quotidiennes. Donc tout le jeu de l'action publique moderne, c'est bien ça, de remettre en équilibre le citoyen et ceux qui le représentent, parce que nous ne sommes que des représentants, et l'État lui aussi au fond est d'une certaine manière un de nos représentants, même s'il a des attributs un peu particuliers. Donc comment on réexplique tout ça, comment on fait le qui fait quoi ?